Alors, comme le disait Paul Valéry, les gens se distinguent par ce qu'ils montrent et se ressemblent par ce qu'ils cachent. Ce qui nous différencie essentiellement, je dirais, c'est notre travail, c'est la corvée, comme dit Lévi-Strauss, c'est la besogne. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis plombier. Ah bon, moi, je suis comptable. On se croit très différents. Moi, je pars en vacances à la Martinique. Et toi? Oh ben, moi, je reste à Paris. Mais au fond, l'intérieur, la vie intérieure, celle qui apparemment est invisible, eh bien, on se rend compte que dans la relation, l'invisible est plus important que le visible. Voilà, c'est ça. Donc, il ne faut pas en rester à la parité, et c'est ça qu'on va essayer de faire ensemble. Alors, comme vous êtes étudiant, j'ai quand même essayé de structurer un peu les choses, bien que souvent mon âme vagabonde. Je dirais que dans un premier temps, nous allons voir la différence homme-femme. Dans un deuxième temps, ce qu'on appelle la différence des polarités, masculines, féminines, sachant qu'on peut très bien être un homme féminin, ce qui est mon cas, ou une femme masculine, exemple Hillary Clinton, voilà. Et puis on peut être un homme masculin, exemple Donald Trump, et puis un homme féminin, Bill Clinton. Ensuite, on va voir qu'est-ce que ça veut dire un couple, mais c'est vrai dans le travail, c'est vrai dans la vie. Et on verra que c'est passé le contrat. Voilà le sujet. Première partie, les similarités entre hommes et femmes. Qu'est-ce que c'est que comprendre? Et Jung est très clair là-dessus, il dit « comprendre est un abus de langage. L'autre n'est pas moi, donc de toute façon, je ne peux pas le comprendre. » C'est-à-dire que nous n'avons pas la même histoire, et surtout pas vos enfants, et surtout pas vos parents, et surtout pas votre chérie. Disons, la proximité émotionnelle ne rend pas l'égalité de l'expérience. Vous n'avez pas la même histoire. Vous n'avez pas la même histoire que votre frère ou que votre sœur, même si vous êtes deux filles. Historia, c'est un mot d'origine grecque. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était du latin. Non, ça vient du grec, et historia, ça veut dire l'enquête. Donc tant que vous ne connaissez pas l'histoire de l'autre, quels étaient ses copains à l'école, comment il a été élevé, le rôle des grands-parents, vous ne pouvez pas comprendre le comportement qu'il aura par la suite. Et cette éducation, ex ducere, c'est mettre à la porte. C'est-à-dire que bien éduquer quelqu'un, c'est faire qu'il puisse voler tout seul en dehors du nid. Eh bien, cette éducation, très tôt, on va le voir, va nous donner la polarité. On a beau être un petit garçon, une petite fille, ça c'est la carrosserie, mais la cylindrée masculin-féminin, c'est quelque chose qui va être mis en place très tôt par l'éducation et le désir mimétique, comme dit René Girard. Boris Cyrulnik parle de biologie dans un premier temps. Si maman rit, je ris. Si papa crie, je crie. C'est-à-dire par mimétisme, on va être imprégné, on appelle ça une imprégnation. Voilà, les neurones miroirs font qu'il y a un écho. On appelle ça l'écolisation, exactement, aussi au niveau des micro-expressions. C'est-à-dire qu'on va finalement copier-coller pratiquement le modèle que nous avons en face de nous. Donc, pour Jung, on ne peut pas comprendre l'autre. Donc, qu'un homme comprenne une femme, alors là, c'est même pas question. Donc, qu'est-ce que ça veut dire comprendre? Ça ne veut pas dire que c'est un mot qui est vide de sens. Ça veut dire que, premièrement, je vais tout mettre en œuvre pour comprendre le contexte. Le contexte, c'est ce sans quoi le texte est con. C'est ce qui va avec le texte. Par exemple, monsieur arrive en retard, tant que je n'ai pas compris le contexte, je ne peux pas comprendre. Donc, ce qui est très important toujours, c'est, dit Jung, c'est poser les questions, c'est s'intéresser au contexte et aux raisons qui ont fait que, connaître historia, c'est-à-dire l'enquête de l'autre, et à un moment donné, il y a quand même un benchmark, c'est-à-dire je me mets à la place de l'autre. Donc c'est un abus de pouvoir. Si votre père vous dit à un moment donné, alors que vous êtes sa fille, bah, je te comprends ma fille, comment voulez-vous qu'un père comprenne sa fille? Il n'est pas sa fille. Donc il va faire du père. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un copier-coller de mon histoire dans ton histoire. Donc Jung dit, attention, on ne peut jamais comprendre l'autre. Mais ça ne veut pas dire que le mot comprendre est vide de sens. Pour Jung, comprendre, c'est la démarche, qui est relativement proche de l'amour d'ailleurs, qui est de s'intéresser à l'autre, de s'intéresser à son contexte et de passer, écoutez bien, du vrai au juste. Le vrai est dans l'instant. Dans l'instant, je suis en colère parce que tu es en retard. Maintenant, quand je commence à entendre ton discours, à ce moment-là, je me rends compte qu'il s'est passé un certain nombre de choses et que ma tarte à l'abricot que j'avais préparée pour toi à 8 heures,
parce que tu m'avais dit que tu rentrerais à 8 heures, et je l'ai faite avec amour. Et en fait, tu rentres à 9 heures, et tu ne m'as même pas prévenu. Ben non, j'avais mon téléphone dont la batterie Samsung, dont la batterie était déchargée, etc., etc. Voilà. Mais il n'empêche que tant que le contexte n'a pas été établi, la réponse n'est pas ce que l'on appelle juste. Donc comprendre l'autre, c'est passer du vrai au juste. C'est-à-dire, c'est ralentir l'instant et se dire, est-ce que ce que je vais dire est juste? Parce que dans l'instant, c'est vrai, mais est-ce que c'est juste? Et donc, c'est ça, aimer l'autre et comprendre l'autre. C'est dire quelque chose de juste à son enfant, à ses élèves, mais une fois qu'on a compris le contexte. Si je reprends mon couple, où, par exemple, monsieur rentre tard, et on va dire que c'est pour une fois plutôt madame qui fait la tarte, mais souvent ce sont des cuisiniers qui font bien les tartes. On va dire que c'est une dame. Bien. Si elle a mis tout son cœur, tout son amour dans cette tarte, qui était juste tiède comme il aime, caramélisée, etc., et que lui il rentre tardivement, mais elle va être folle de rage, elle va être triste. Donc il va y avoir un choc émotionnel, Bachelard appelle ça un trou socio-cognitif, qui fait qu'elle va être hors d'elle. Mais pourquoi? Parce qu'elle l'aime. Donc, l'intelligence émotionnelle, pour lui, serait de se dire « Oh là là, j'arrive en retard, je vais m'en prendre une bonne ». Et alors, à ce moment-là, c'est de décoder modem, modulation, démodulation, de décoder ces hurlements comme des messages d'amour. Et donc, à chaque fois qu'elle dira « oui », etc., au fond, comme il s'aime. Vous voyez, parce que ça veut dire que là où c'est grave, contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est le jour où il rentre et qu'elle est en train de regarder la télé et qu'elle dit « ouais, ça va, tu peux te servir dans le frigidaire ». Voilà. Eh bien, est-ce que c'est ça que vous voulez? Ou est-ce qu'au contraire, vous voulez qu'il y ait cette espèce de qualité de relation qui fasse que... Voilà, ben c'est ça, comprendre, dit Jung. Comprendre, c'est comprendre également le décodage du message d'amour qu'il peut y avoir derrière la colère. Souvent, la colère est un message d'amour. D'ailleurs, je vous le dis, surtout dans les couples. Je vous le dis d'ailleurs, n'écoutez pas la colère. La colère, c'est être collé en l'air, dirait Lacan. C'est-à-dire que dans ces cas-là, surtout dans un couple ou dans une histoire d'amour, n'écoutez pas la colère elle-même, mais la douleur qu'il y a derrière. C'est ça qu'il faut décoder. Parce qu'au fond, peu importe les mots, puisque de toute façon, on est collé en l'air. On dit n'importe quoi. Ouais, je te déteste, t'es une conne, et puis toi, t'es une vraie blonde et tout. Et après, on va regretter. Donc, l'autre va dire après, ouais, puis tu m'avais dit que t'étais. Mais c'est pas ça. Peut-être qu'il était jaloux, c'est-à-dire peur de ne plus être aimé et peur de ne pas être compétent. Donc, Jung dit, il faut regarder derrière et comprendre, c'est faire ce chemin, mais l'autre n'est quand même pas moi. Parce que moi, dans une telle situation, je n'aurais pas été jaloux. Voilà. Mais au fond, c'est un message d'amour. Donc, énormément de colère, en entreprise ou pas, sont des colères de motivation. Et ce qui est grave, disent les Américains, c'est le jour où vous avez un yes man qui dit oui à tout. Quelqu'un qui est en colère en réunion sait qu'il est motivé. Et ça, c'est mon travail en entreprise, de bien expliquer qu'au contraire, quelqu'un qui est désillusionné par rapport à une motivation, par exemple, sera en colère. Donc, il y a quelque chose à en tirer. Ce qu'on appelle le rebelle positif en analyse transactionnelle. Et ça, c'est intéressant. Voilà la grille de lecture que je vous propose. C'est d'essayer de décoder différemment la relation homme-homme, d'ailleurs, ou homme-femme. Parce que ce qui est vrai encore plus entre homme-femme, c'est également vrai homme-homme. Voilà, être en paix avec le paradoxe et privilégier plutôt le juste au vrai. Ma grand-mère avait l'habitude de dire « tournons 2 fois la langue dans notre bouche ». Lorsque c'est spontané, tout ce que l'on dit est vrai, mais lorsque l'on réfléchit, c'est-à-dire qu'on se met face à son émotion en position d'humilité, on dit « voilà, qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais comprendre le contexte ». Voilà, c'est ce que fait la nuit, par exemple. La nuit n'a jamais porté conseil. Elle permet simplement, une bonne nuit, de passer du vrai au juste. Et le lendemain, on a des fois un peu honte et on se dit « oh là là, quand je pense que j'ai eu des mots comme cela, j'aurais mieux fait de dire quelque chose de plus juste ». Voilà. Alors, entre les hommes et les femmes, ou je vais dire l'homme et la femme, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il y a une différence ou un écart? Quand vous voyez une danseuse de l'opéra, vous ne dites pas « elle fait la grande différence ». Vous dites « elle fait le grand écart ». Ce n'est pas la même chose. Donc je dirais,
que entre l'homme et la femme, vous avez une différence sexuelle. Et ça restera toujours tant que les hommes ne feront pas les enfants, tant que l'homme sera le pénétrant, dit Freud, et la femme la pénétrée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le nier. Donc parler d'égalité homme-femme, ça ne peut être que juridique, ou éventuellement émotionnel. Mais ça ne peut certainement pas être biologique. Donc dire l'homme c'est égal à la femme, c'est stupide. Ça ne veut rien dire. C'est une démarche de l'esprit, mais qui ne veut rien dire. Donc il y a une différence, et cette différence, elle est fondamentale, on va le voir tout à l'heure. On pense d'abord avec son cœur, deuxièmement avec son ventre, troisièmement avec son cerveau. Le cerveau vient bon dernier. Donc ce n'est pas la peine de réfléchir 10 fois est-ce que je l'aime. On l'aime ou on ne l'aime pas. On a le coup de foot pour le pullover ou on ne l'a pas. Si après on se donne de bonnes raisons, on ne le mettra jamais, le pull. Je ne dis pas l'homme, hein, le pull. Donc, entre l'homme et la femme, par contre, je me suis rendu compte que dans tout ce qui est psychologique, il y a des écarts. Et l'écart, il peut être réduit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on comprend que l'autre est différent, qu'il ne fonctionne pas au niveau hormonal ou au niveau même de son histoire de la même façon que moi, je peux réduire cet écart. Et ça s'appelle le partage. L'échange, c'est lorsque je reste dans l'écart. Alors j'échange contre quoi? Tu me donnes ça, je te donne quoi? Sur les plateaux de télévisés, il n'y a que des échanges. Il n'y a pas de partage. Le partage, c'est mettre en commun et de dire bienvenue à ton idée, que je m'en enrichisse et qu'on débouche sur une troisième idée. Donc, l'objectif de notre réunion aujourd'hui, tous, c'est de comprendre qu'on ne peut pas changer la différence, mais on peut réduire l'écart entre mon chéri et moi. Et à ce moment-là, on se rapproche. Alors, tout d'abord, un peu de physique quantique. Nous avons 3 dynamos qu'on appelle les dynamos quantiques. Alors, je vous fais de la vulgarisation. Ce qui est important, c'est de savoir que le cœur est celui qui émane le plus d'énergie. Donc, ce qui compte avant tout, alors appelez ça l'amour si vous voulez, c'est choisir un job que vous aimez. C'est-à-dire que vous le fassiez avec du cœur. Que dans votre entretien d'embauche, vous parliez avec votre cœur. Ce qu'on regardera, ce n'est pas la chemise. On regardera la chemise si vous n'y êtes pas avec le cœur. Et on oubliera la chemise si justement vous êtes vraiment là. Donc, la personne rentre dans la pièce, on appelle ça aussi l'aura, on peut parfois appeler ça aussi le charisme. Ce qui est important, c'est de le faire avec le cœur. Ça, c'est ce qui est commun aux hommes et aux femmes, et dans le monde entier. À partir du moment où vous le faites avec cœur, vous le dites avec cœur, ça passera. Alors, peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais vous ne pourrez pas reprocher qu'il y a du cœur. Notre deuxième cerveau, c'est le ventre. C'est parce qu'on pense avec son corps, et on sait maintenant que même la notion dépressive ou d'humeur, comme on dit, se passe également par la digestion. Donc il y a une nourriture émotionnelle. Peut-être qu'un jour, si on se revoit, on pourra aller plus loin là-dedans. La nourriture du manager, la santé. Qu'est-ce que c'est que la santé? Qu'est-ce que c'est qu'être en bonne santé? Ça fait partie de l'intelligence émotionnelle du monde d'aujourd'hui. Mais il y a de grandes différences de ventre entre le ventre de l'homme et la femme, puisque le ventre de la femme va d'abord avoir une régulation tous les mois, et puis c'est elle qui va enfanter. Donc je dirais que le ventre de la femme est plus sophistiqué que celui de l'homme. Je n'ai pas dit compliqué, je dis sophistiqué. C'est-à-dire que le réglage émotionnel d'une femme est beaucoup plus sophistiqué. Et je pense que dans la stabilisation, notez-le, notamment au niveau de la performance, notamment au niveau sur la durée, ça peut parfois poser des petits soucis. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer que certains managers sont encore un petit peu méfiants parfois au niveau de l'emploi de certaines femmes à haut niveau, sauf évidemment celles qui ont réglé ce problème d'équilibre qui vient entre autres d'une part de la maternité, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est l'enfant qui, au niveau du cœur, prend l'ascendant sur l'entreprise, ou même sur le mari. Et puis, deuxièmement, il y a aussi cette régulation mensuelle qui fait que vous avez des hauts et vous avez des bas. La femme, dans l'ensemble, est beaucoup plus performante que l'homme, je peux vous le dire. La femme est beaucoup plus performante. Moi, j'ai eu des assistantes et j'ai eu des assistants. Il n'y a pas photo. Les assistantes sont beaucoup plus pointues,
beaucoup plus méticuleuse. Je dirais qu'une femme, dans l'ensemble, en termes de compétences et de volonté de perfection, c'est du 18-19 sur 20. Le problème au niveau du ventre, c'est que si le ventre ne va pas, ça peut être 2. Donc il y a un problème de stabilisation. Donc quand dans une équipe, vous avez une femme notamment jeune, le problème, ça va être la stabilisation émotionnelle. On l'a dans le sport de haut niveau, on l'a partout. C'est-à-dire on l'a partout. On l'a dans l'emploi, on l'a dans les équipes. Donc la femme va apporter énormément de performance, énormément de bon sens, on va le revoir tout à l'heure, mais il y aura ce problème, non pas au niveau du cœur, non pas au niveau du cerveau, mais au niveau du ventre. Parce que c'est beaucoup plus difficile et fatigant à réguler. Donc, je vais vous proposer la théorie des symboles, les symboles. Moment très important de notre rendez-vous, qui marche dans le monde entier pour hommes et femmes. Alors, je vais prendre 2 phrases. Tu veux un café? Deuxième autre phrase, tu es belle, tu sais. Alors, étant un homme, ça m'est plus facile, mais ça pourrait être t'es beau, tu sais. Si je dis à quelqu'un qui est en face de moi, que ce soit homme ou femme, vous mettez le rôle que vous voulez, vous dites à un collègue, qui évidemment serait de l'autre sexe que vous, hein, tu veux un café? Si la personne vous répond « Ah ben non, je préférerais un thé », ça veut dire qu'il est au premier degré, au premier bol. Ça veut dire que la connexion, elle est dans la matière, qui peut être l'argent, qui peut être aussi le sexe. C'est-à-dire si je dis « Tu veux un café » et que tu me réponds « Ben non, je préférerais un thé », ça veut dire que tu prends ce que je viens de dire au premier degré. Si je dis, par exemple, à mademoiselle, tu es belle, tu sais, et que tu me dis, bah, aujourd'hui, non, tu sais, je n'ai pas eu le temps de me maquiller. Pareil, ça veut dire que tu communiques au premier degré. Mais est-ce que moi, je suis au premier degré? Est-ce que c'était ça que je voulais dire? Eh bien, le problème de la communication vient de là, pour beaucoup entre les hommes et les femmes. C'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Alors moi, j'ai appelé les symboles, parce que, évidemment, j'ai envie de rire, parce que sinon, la vie, elle n'est pas drôle. Mais, si vous voulez, ça veut dire beaucoup de choses, parce que la même phrase peut être décodée complètement différemment dans un couple ou dans l'entreprise. Et là, on est dans le fondamental de l'intelligence émotionnelle, surtout homme-femme. Parce que si monsieur dit à une femme « t'es belle, tu sais », qu'elle, elle le prend au premier degré, elle va croire qu'il parle quelque part sexe, et elle va dire « ça y est, qu'est-ce qu'il veut? Non, je ne me trouve pas belle aujourd'hui ». Maintenant, si je dis « tu veux un café » et que la personne en face se dit « oh là là, qu'est-ce qu'il a à me demander ?» Ce qu'on appelle la paranoïa. Ou alors, tiens, il veut mon numéro de téléphone. Voilà, t'es belle, tu sais, ça y est, il veut me tirer ce soir, tu le couperas ça. Hein. Donc le mental est notre meilleur allié pour tout ce qui est technique. Par contre, notez-le bien, au niveau de la relation, surtout homme-femme, c'est notre pire ennemi. Parce qu'on décode toujours avec une connotation qui passe par le premier bol et qui, quelque part, c'est vrai, a une relation un peu de différence, donc qui renvoie au sexe. Moi, j'ai de très très bonnes amies, même collègues, avec lesquels, si c'est une femme, c'est pas pareil que si un homme. André Comte-Sponville, que j'adore, qui est un très grand philosophe, il dit « Oui, et alors, à partir du moment où c'est clair que tu as un charme avec tes lunettes, avec ton écharpe, etc., et que je prends du plaisir, eh bien oui, alors ça peut ne pas aller jusqu'à la relation sexuelle, mais la différence peut aussi mettre du piment. Et pourquoi pas, à partir du moment où la relation est claire, est-ce que vous comprenez? Donc, une relation homme-femme, c'est absolument pas pareil qu'une relation homme-homme, par exemple. Alors, chose dont je me suis rendu compte chez Michelin, en travaillant sur la diversité, notez-le bien ça, au niveau du mental, hein, c'est que pour tout homme, on le reverra plus tard, une femme, ça renvoie à sa mère. Et donc, dès que vous mettez une femme dans une équipe, les hommes bossent plus. Parce qu'ils se disent, oh là là, elle va me coincer, elle va voir si je suis feignant. Et on s'est rendu compte, par exemple, même à la chaîne, dans les usines Michelin, j'ai travaillé 12 ans pour Michelin, que ça change complètement les accidents du travail. Donc vous voyez que la relation homme-femme est extrêmement intéressante, mais pas pour une question de parité. C'est que d'un seul coup, on arrête de se la jouer entre gamins, entre garçons. Dès qu'on met une femme, il y a moins d'accidents et il y a moins d'absentéisme. Parce qu'on sait que quand on dit « ouais, je tousse un petit peu », elle qui a élevé 8 enfants, elle dit « ouais, tu tousses, ouais, c'est ça, ouais, gros coquin, voilà ». Et alors, à ce moment-là, on a la grosse honte et on n'ose plus. Donc, vous voyez, c'est ça qui est intéressant dans la relation homme-femme. C'est de comprendre, même mécaniquement, je dirais archaïquement, si vous voulez, dit Lévi-Strauss, ce qui se passe.
Pour ma part, je ne suis pas tout à fait encore convaincu de la mixité dans les petites écoles. Parce que moi, je me souviens, j'adorais quand j'étais jeune, parce que ça m'est arrivé, d'avoir un lycée de filles qui était de l'autre côté de la ville et le lycée de garçons. Et on allait attendre les filles à la sortie. Tandis que quand vous avez les filles dans la classe, il peut y avoir un autre enjeu que vraiment l'instruction. Et ça peut déranger. Et on est en train de réfléchir à ça psychologiquement, c'est pas si évident que ça. Il y a une notion d'humiliation ou de compétition, de séduction, tout ça joue. Alors si jamais une fille est première, c'est la honte pour le garçon qui est second. Enfin, il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte qui sont peut-être moins saines. Ce n'est pas tellement l'objectif. Alors il y en a qui vont vous dire, oui, mais c'est pour apprendre la vie. Attends, la vie, on l'apprend dehors du lycée, hein, je vous raconte tout de suite. À partir de... mon proviseur n'était pas dans mes booms le soir et dans mes rendez-vous et dans mes premiers bisous. Donc si vous voulez. Par contre, quand j'apprends l'histoire, j'apprends l'histoire. Je n'ai pas envie que ma petite chérie soit là parce qu'à un moment donné, je la regarde et je pense à ma chérie, je ne pense plus à l'histoire. Déjà, j'y pense assez, même si elle n'est pas là. Alors vous imaginez, si en plus elle est en classe. Alors du coup, je fais attention à la façon dont elle me regarde, tout ça. C'est compliqué au niveau du mental. Okay ? Donc voilà, sachez que c'est une vraie réflexion dans l'intérêt des enfants, bien sûr. On a cru à un moment donné que c'était bien de faire des écoles mixtes. En petit âge, hein, on se demande maintenant si c'est aussi bien que ça quand les enfants sont petits, parce qu'à ce moment-là, c'est une notion de non-discipline qui commence, et d'évasion, je dirais, d'évasion du mental. Troisième chose, l'ego. L'ego, c'est beaucoup au-dessus, c'est spirituellement bien au-dessus du mental. Aimez votre ego. Nous avons tous besoin d'ego, c'est pour ça qu'il y a la mode. C'est pour ça que le matin, il faut se maquiller pour les filles, il faut pour les garçons se raser ou faire sa toilette. Je veux dire qu'il faut être bien dans ses pompes. On a tous besoin d'ego. Alors pensez à cela, j'y reviendrai. C'est l'égoïsme qui fait tourner le monde. Hein, et chacun pense à lui. Et est-ce que moi, je suis bien ? Nous avons ça d'ailleurs dans les évangiles avec « aime ton prochain comme toi-même ». Ça veut dire aussi « commence par t'aimer toi-même ». Que serait le monde si nous n'étions pas là ? Alors je veux bien que notre esprit soit sur une autre planète, mais en attendant, on existe par rapport à soi. Donc l'ego n'est pas le mental. L'ego, si vous voulez, on en a tous besoin. Il faut se sentir belle, il faut se sentir bien, il faut faire plaisir aux autres, mais il faut aussi se faire plaisir à soi, qu'on soit homme ou femme. Donc faites très attention à cela, parce que souvent dans les couples, on s'abandonne, on est dans le fait plaisir à l'autre parce qu'on a peur de ne pas être aimé, et à ce moment-là, ça déséquilibre la relation au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'à force de faire plaisir à l'autre, on se prive de choses et finalement, inconsciemment, on finit par le reprocher à l'autre. Tout ça au nom de l'amour, parce que les goûts de madame ne sont pas les goûts de monsieur ou vice-versa. Mais c'est normal, nous devons tous penser à notre ego. Donc pensez à cela. Donc si je dis, tu veux un café, tu sais, peut-être que tu te diras, ouais, chouette, c'est à moi qu'il l'a proposé et pas aux autres, nananer. Donc c'est bon pour mon ego. Vous voyez ? Mais là, on n'est plus du tout dans la paranoïa. Qu'est-ce qu'il a à me dire ? Ou non, je prendrais plutôt un thé. Donc, vous voyez la différence entre l'ego. Donc, tout ça, c'est en entreprise. Hein. Vous avez ça sans arrêt. Ouais, en réunion, c'est à lui qui l'a demandé et c'est pas à moi. La jalousie, c'est beaucoup de l'ego. Il faut être clair. Hein. Voilà. Et alors, si je dis « t'es belle, tu sais », ah ben, il m'a remarqué. Voilà, tu vois, mais il n'y a pas autre chose que « il m'a remarqué ». Donc, ça flatte l'ego. Quatrième niveau, la conscience. Alors là, déjà, on commence à aborder quelque chose qui n'est plus le mental, qui est « tu veux un café parce que j'ai conscience que ça fait 48 minutes que je parle et peut-être qu'on pourrait prendre un café. Mais c'est peut-être histoire de faire un break. Ça n'a rien à voir avec le café, ça peut être après un coca, etc. Donc il y a la notion de changer, par exemple, changer d'espace. Ça, c'est j'ai conscience qu'il faut qu'on fasse une recréation qu'on a appelée la récréation. Donc, ça peut être très bien, je pense qu'il faudrait qu'on fasse une pause. Vous voyez ? Ça, à ce moment-là, c'est je te propose de prendre un café parce que j'ai conscience qu'on aura une autre conversation. Si je dis tu es belle, tu sais, c'est parce que j'ai conscience qu'il se passe quelque chose dans ton regard. Je l'ai tout de suite vu. Tu es arrivé, je t'ai vu avec tes grands yeux gourmands. Voilà, elle était la première, on peut l'applaudir, elle était la première là, voilà.
Alors, si je lui dis t'es belle, tu sais, qu'elle se dit putain, ça y est, il est à Grenoble ce soir, qu'est-ce qu'il veut? J'ai un mélange de paranoïa, du premier degré, voilà, et elle n'est pas du tout dans le truc. Voilà, alors que moi, en tant que coach, j'arrive et je lui dis tu es une belle personne. Et alors, enfin, le dernier niveau, ben, nous y voilà. Le voilà, notre cœur. Le cœur est le niveau le plus élevé, que ce soit entre un homme et une femme, mais je n'ai pas parlé de sexe. Je parle de cœur. Si vous le dites avec le cœur, à ce moment-là, il y a toute une série de choses qui se passent, de connexion, puisqu'on a vu qu'en quantique, puisque maintenant on arrive à le mesurer, moi j'ai fait des expériences avec les plaques en cuivre, avec des électrodes là, eh bien ça se voit. C'est-à-dire qu'on voit qu'on pense avant tout avec son cœur. D'où la fameuse phrase de Pascal, le cœur a ses raisons, que notre raison ignore, c'est-à-dire que le cerveau ne contrôle pas. Donc Pascal l'avait déjà soupçonné qu'avant tout, il y a le cœur. Eh bien, le cœur, c'est le niveau le plus haut, et je vous le souhaite. Donc, le problème de la relation homme-femme, comme homme-homme ou femme-femme, ne se pose plus à partir du moment où on le dit avec le cœur. Si je dis « tu veux un café, tu sais », je n'attends rien. Ce n'est pas pour que tu me donnes demain un café. « Ah ben, je te dois un café ». Non, tu ne me dois rien, je te le donnais avec le cœur. Et si je dis « t'es belle », c'est parce que je vois que dans... Oui, c'est bien toi. C'est bien vous, madame, tout au fond, là. Oui, c'est bien vous, voilà. Eh bien, c'est... Mais oui, si je dis « tu es belle », c'est parce que je le dis avec le cœur. Voilà. C'est parce qu'il y a une énergie qui passe, une attentivité, une gourmandise, et bien je le dis avec le cœur. Mais si je suis un homme, ça peut passer par tous les stades. Ouais, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que tu es dingue? Alors, je ne m'appelle pas DSK, hein, je m'appelle BF. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, je répète, réflexe matière, mental le calcul. Alors, je n'ai pas pris au hasard, hein, Poutine, Trump, voilà. L'ego, c'est plutôt l'image. Bon, Steve Jobs. Si vous prenez la conscience, la compréhension, ben, j'ai pris Einstein. Et puis tout en haut, j'ai pris, bien entendu, Mandela pour le cœur. Et tout ça, si vous voulez, ça nous fait passer, regardez bien, de l'information. Quand vous êtes en bas, ce n'est qu'une information. Après, ça devient de la communication. Et ça finit par la communion. Voilà, donc ce qui est vraiment très agréable pour moi, entre hommes et femmes et tout, c'est quand il y a une communion, que ce soit en entreprise, que ce soit ailleurs. Je pense que le vrai partage, c'est la communion. Alors que l'information, et tous les textos qu'on envoie très souvent, c'est de la solitude, c'est de l'information. C'est éventuellement de la communication, mais c'est sûrement pas de la communion s'il n'y a pas le cœur. Voilà, n'oubliez jamais ça. Et c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Maintenant, l'égoïsme. Alors, l'égoïsme est au centre. Et ça, nous avons ça en commun, homme ou femme. L'égoïsme, c'est notre tronc commun à tous. Le Dalai Lama, d'ailleurs, a dit « Réussir notre vie, c'est réussir notre égoïsme ». Ce qu'il voulait dire par là, il parle de ce que l'on appelle, nous, techniquement, l'érotisme de la joie. Mesdemoiselles, quand vous allez au marché et que vous voyez des tomates, ne me dites pas que vous précipitez pour prendre les plus pourris qui sont en dessous. Ou s'il y a deux personnes qui arrivent, vous leur dites « Je vous en prie, prenez les belles, je me servirai après ». Attends, ça n'existe pas. Chacun veut mettre le pull qu'il a envie. Regardez les batailles qu'il y a pendant les soldes. Regardez ça. Donc, à chaque instant, nous cherchons tous, hommes ou femmes, notez-le bien, à nourrir l'érotisme au sens éros, c'est-à-dire le mouvement, hein, de la joie. C'est-à-dire que tous, vous n'allez pas prendre un thé alors que vous avez envie d'un coca. Vous allez dire « je voudrais un coca ». Donc chacun au restaurant va prendre ce qui lui fait plaisir. Il ne prend pas pour faire plaisir à l'autre. Donc c'est typiquement, c'est ça qui est intéressant, hein, de comprendre. Donc le Dalai Lama a raison. Pour avoir une bonne blague, n'importe quoi est bon, même le ridicule de l'autre, parce que moi, ça me fait mourir de rire, cette vidéo. Mais vraiment, puis vous pouvez me la mettre 200 fois, pourtant, c'est pas drôle de rire. Ben oui, mais on rit toujours aux dépens de quelqu'un. Vous voyez, alors le pauvre pingouin qui s'en prend une, moi, plus je la regarde, plus ça me fait rigoler. Mais c'est pas bien, c'est pas bien. Vous voyez, c'est le principe de toutes les blagues. D'ailleurs, souvent, il vous arrive un drame, puis après, quand vous le racontez, tout le monde se marre. Mais on se marre de votre drame. Donc, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle une chute. Ben voilà la chute, tiens, regardez, voilà la chute. Ça y est. Alors voilà, donc l'égoïsme, c'est « et moi dans tout ça ». What's in it for me? C'est-à-dire que, pourquoi les gens ont des résistances au changement, qu'ils soient hommes ou femmes? Mais c'est très simple. La jalousie, c'est « et moi dans tout ça ». Dis donc, t'as regardé quelqu'un d'autre? Et moi dans tout ça. Donc, ça veut dire que dans un couple, c'est encore pire. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un couple? Notez-le bien. C'est une mutualisation d'égoïsme.
C'est-à-dire, moi, vouloir toi pour secours, parce que toi, avoir premier degré, deuxième degré, troisième... Mais moi, très bon de premier degré. Voilà. Et alors, ça veut dire que lorsqu'il y a ce qu'on appelle un alignement, ce qu'on appelle le coup de foudre, c'est-à-dire qu'il y a les 5 degrés, à ce moment-là, je dis, je te propose d'être avec moi. Mais il n'y a rien de pire, si vous voulez, que de dire, par exemple, du mal d'un enfant si la maman est là. Elle devient une vraie tigresse. Ça veut dire, et la jalousie, c'est la défense de cet égoïsme. Elle a regardé mon mec. Vous voyez? Donc, ça veut bien dire que dans un couple, qu'est-ce que c'est qu'un couple, d'une façon générale au travail ou ailleurs? C'est une mutualisation d'égoïsme. C'est ça qui est intéressant. Et donc, en fait, quand on dit « je t'aime », en fait, on veut dire « je m'aime ». C'est-à-dire « je t'aime » n'existe pas. C'est-à-dire que quand vous êtes avec votre chérie et que vous lui dites « oh, tu sais, je t'aime », ça veut dire que l'autre est l'objet de transitivité de votre égoïsme. À cet instant. Ce qui fait que 10 minutes après, si elle a raté en plus la sauce blanche, etc., là, vous allez vous engueuler avec « ouais, je comprends rien, de toute façon, tu m'as dit que tu m'aimais il y a 10 minutes. » Oui, il y a 10 minutes, parce que je m'aimais avec toi il y a 10 minutes, mais maintenant que tu as raté la crème au chocolat, moi, il n'y en a plus, aimez-toi. Est-ce que vous me suivez? Donc, ma femme, qui a tout compris, l'autre jour, on était là, parce qu'elle voyage aussi beaucoup avec moi, elle était là, je dis oh, « tu sais, je t'aime. » Elle dit « oui, je sais, tu t'aimes à travers moi en ce moment. J'espère que ça va durer. » Voilà, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc au fond, chacun cherche à réaliser son égoïsme à travers l'autre. L'autre pouvant être l'enfant. On appelle ça l'altruisme. Mais l'altruisme n'existe pas. Alter en latin, c'est l'autre. Ça veut dire que, surtout entre hommes et femmes, on cherche le complément de ce que l'on n'a pas, qui peut être sexuel, même dans un couple homosexuel. Une polarité masculine va chercher une polarité féminine. On voit ça souvent chez les hommes comme chez les femmes. On cherche un complément. Et donc, en fait, on va prendre la personne qui est bonne pour son égoïsme. Voilà, donc évidemment, c'est un autre regard que je vous propose là. Les différences maintenant. Vous avez tous entendu parler du yin et du yang. En fait, l'homme et la femme correspondent tous les deux, mais je dis bien cette fois-ci homme-femme, je dirais quasiment sexuellement. Ça renvoie l'un à la terre, on va le voir, et l'autre au ciel. C'est-à-dire l'un au yin, l'autre au yang. Dans votre corps, le yin, ce serait la partie qui est reliée au sol, la partie terre. Le yang, c'est la partie ciel. OK? Alors, voilà. La femme, je dis bien femme cette fois-ci. La femme, ça représente la terre, parce que c'est elle qui accouche. Donc, toute femme est très terrienne. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appellera le bon sens. Angela Merkel, Margaret Thatcher, Indira Gandhi, tout ça, ce sont des femmes de bon sens. C'est-à-dire que dès que vous mettez dans une entreprise, dans un COMEX, dans un comité de direction, la femme tout de suite vous ramène à la matérialité, avec le côté noble du terme. Pourquoi? Parce qu'elle pense à elle et l'enfant. Tant que l'homme ne fabriquera pas l'enfant lui-même, il n'aura jamais cette conscience de « il faut un toit pour dormir, qu'est-ce qu'on va manger ce soir, qu'est-ce qu'on fait ?» Donc la grande différence, je dirais, quantique entre l'homme et la femme, c'est que la femme, énergétiquement, est plus matérialiste, parce qu'elle est programmée pour elle et l'autre. Donc c'est ce qu'on appelle le bon sens. Et donc la femme est intelligence. L'intelligence, c'est le lien avec la matière. Sinon, c'est qu'on est con. Le con, c'est celui qui va tout casser, etc. Donc il y a un mauvais rapport à la matière. Donc l'intelligence, c'est le rapport à la matière. Donc dès que vous mettez une femme dans une équipe, tout ce qui est fait, à mon avis, devient plus intelligent. C'est pragmatique, on appelle ça le pragmatisme. Elle est très intéressante pour l'intérieur. Le bureau est toujours mieux rangé quand on a une assistante qu'un assistant. Il y a une notion. La femme, c'est la vie d'intérieur. Et l'homme, qui est le chasseur, on va le voir, est à l'extérieur. Et c'est comme ça que ça tourne, parce que tant que l'homme n'accouchera pas, il a besoin de ramener le gibier, parce que quand on est pregnant et qu'on est enceinte de 8 mois, je ne vois pas comment on va aller à la chasse. Donc c'est comme ça depuis la nuit des temps. C'est tout. Donc la femme est très bien pour la vie d'intérieur. Alors pour l'ameublement, l'intérieur des automobiles, l'intérieur, etc., tout ce qui est relations humaines, la femme est très très bien parce qu'elle a, si vous voulez, ses collaborateurs, c'est comme ses enfants. Il ne faut pas le nier. Un homme n'est pas une femme.
C'est ça qui est important. Et ça, c'est une programmation qu'on appelle archaïque, qui est faite depuis des milliards d'années. Enfin, la femme est naturellement travailleuse et performante. Je vous l'ai dit tout à l'heure, elle vaut en moyenne 18 sur 20. Alors, il n'y a pas que des qualités, je vais mettre juste, non pas un bémol, mais un dièse, c'est qu'il reste le problème de la régularité. Donc la femme a besoin de stabilité. C'est-à-dire qu'une femme qui est stabilisée, pour moi, est beaucoup plus performante qu'un homme. Donc toutes les femmes que vous avez au pouvoir, qu'on va voir tout à l'heure, Anne Lauvergeon, machin, mais actuellement en Grande-Bretagne, c'est pratiquement qu'elles sont dans la polarité masculine. C'est-à-dire qu'elles ont réglé ce problème de ventre et tout ce problème d'instabilité hormonale. Vous ne pouvez pas sinon mettre quelqu'un à des postes importants comme ça. Mais par contre, elles vont être beaucoup plus performantes et beaucoup plus exigeantes que les hommes. D'ailleurs, chez Disney, ils m'en ont parlé parce que j'ai beaucoup travaillé avec eux, ils mettent très souvent, celles qui font tourner la boutique, c'est des femmes. C'est les sorcières, c'est les machins, c'est les reines, etc. dans tous les bons dessins animés. Parce que la femme, elle est plus dans le détail que l'homme. Presque plus cruel, j'allais jusqu'à dire, dans le détail, alors que l'homme, c'est Merlin l'Enchanteur, c'est le brave mec. On va le voir, parce que l'homme, c'est le ciel. Donc pour toute femme, notez-le, messieurs, tant pis pour nous, hein, pour toute femme, un homme a la tête dans les étoiles. Donc c'est un gamin, mais dès toute petite. Hein. Ça fait que les filles, très vite, prennent l'ascendant sur les petits garçons. C'est-à-dire que, même pour une assistante, moi j'ai travaillé pour beaucoup d'entreprises, dont Total, et j'ai eu l'assistante de Marjorie. Elle me disait, mais c'est un vrai gamin. Il fallait sans arrêt que je lui dise qu'il allait être en retard pour rater l'avion. Comme par hasard, il va disparaître en avion, le pauvre. Mais si vous voulez, une bonne assistante, c'est la mère. C'est-à-dire qu'inconsciemment, ce n'est pas une question de hiérarchie, c'est une question d'équalisation et de complémentarité. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, pour toute femme, donc, l'homme, c'est le ciel et a la tête dans les étoiles. Il est dans l'imaginaire. Alors, c'est ce qui explique que les plus grands cuisiniers, en tout cas jusqu'à présent, les plus grands peintres, les plus grands philosophes, les plus grands couturiers, c'est tous des hommes. C'est tous des hommes parce qu'il faut être fou. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut avoir la tête dans les étoiles, parce que les femmes feraient plutôt des trucs a priori pratiques. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas Sonariquiel, tout ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, les grandes coutures dans le monde entier, c'est toujours des hommes, mais à polarité féminine. On va y venir tout à l'heure. Alors, l'homme, il est plutôt génial. Le génie n'est pas l'intelligence, c'est-à-dire il est fou. C'est-à-dire qu'il peut avoir un coup out of the box, mais la femme va dire « Ah ouais, tu veux qu'on parte en vacances, mais avec quel argent ?» Boum, et ça remonte sur Terre. Ça rebondit sur Terre. C'est-à-dire que c'est un équilibre. Et c'est ça que l'Asie a très bien montré avec le yin et le yang. C'est-à-dire que ce n'est pas une ligne droite. Non, c'est une ligne courbe et ça se complète. Alors, l'homme, il est plutôt à l'extérieur. Alors, c'est très intéressant parce que, par exemple, vous verrez que dans les cafés, en sortant du travail, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Pourquoi? Parce que l'homme, si vous voulez, il est à l'extérieur à ce moment-là. Il n'est pas encore à l'intérieur. Il n'est pas encore à la maison. Il n'est plus dans l'entreprise, mais pas. Et alors, pour boire une bière, il y a beaucoup plus d'hommes. Alors souvent, il va se faire engueuler. Or, lui, il a besoin d'être à l'extérieur. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. C'est que votre chérie, c'est un besoin de prendre un verre parce que je ne suis plus au GEM, mais je ne suis pas encore chez moi. Et donc, l'homme, il est bien. Ça fait que dans les cafés, il y a 75% d'hommes pour 25% de femmes en moyenne. Bon, l'homme est naturellement feignant, notez-le. C'est-à-dire un garçon, on va dire, est naturellement feignant. Il vaut 14 sur 20. Donc, pas du tout pareil que les femmes. On ne les manage pas de la même façon. Croyez-moi, j'ai eu des sportifs de haut niveau, des chanteurs et tout. Une femme, une Mylène Farmer, tout ça, naturellement est performante. Marie Laforêt, c'est-à-dire que le moindre détail du spectacle, ça ne veut pas dire que les hommes sont je m'en foutistes. Ça veut dire qu'un homme, s'il n'y a pas le coup de pied au derrière, il ne progresse pas. Alors, mesdames, vous avez inventé, comme dit Gainsbourg, les petits dessous chics. N'est-ce pas? Parce que monsieur, sinon, il est devant la télévision en train de regarder le foot avec ses charentaises. Alors, vous savez très bien, voilà, comment arriver à le séduire. C'est extrêmement intéressant, extrêmement intéressant. Et les deux donnent ce que l'on appelle un complément. L'homme, c'est plutôt le pénétrant qu'on va représenter par un delta, et la femme, c'est le Y, qu'on va représenter par le calice et le Y. Et lorsque vous mélangez les deux, eh bien, vous avez ce qu'on appelle un couple. Donc, le couple, en fait, c'est le Y qui accueille
le delta, le y retourné. Et c'est ce qu'on appelle le x. Et le x, donc d'où le film X, qui est en fait une multiplication et non pas une addition. Moi multiplié par toi égale l'enfant. Mais ce n'est pas une addition, c'est une multiplication. C'est ça qui est intéressant. Alors, on retrouvait ça, cet équilibre homme-femme, on le retrouvait dans les textes anciens. Et moi, qui travaille beaucoup avec des chamans et des textes anciens, autrefois, on disait, avec chaque prière, Amen, Awen. Et l'Église catholique a retiré, je ne sais plus sous quel pontificat, a voulu paterniser, si vous voulez, la hiérarchie vaticanesque, et on a enlevé le féminin. Mais à l'origine, c'est Amen, Awen. C'est-à-dire, il faut à la fois qu'il y ait l'homme et la femme, le masculin et le féminin. Amen. D'ailleurs, le M étant le W à l'envers. On retrouve le calice avec le W. Un W, c'est un M renversé. Et Amen va donner man en anglais, a man, un Awen va donner woman. Seulement, on a gardé Amen. Donc moi, derrière chacune de mes prières, je dis Amen, Awen. C'est-à-dire, il faut les deux, sinon il y a un déséquilibre. Voilà, donc il faut aimer les deux. Il faut que les femmes aiment l'homme et que l'homme aime la femme. C'est fondamental. Alors, maintenant, attention à nos préjugés. Les meilleures vignettes, vous les aurez. Hein. Ils seront dans la vidéo. Je les donnerai à mon ami. L'homme, c'est la force. La force, c'est le rapport à la matière. C'est le mouvement. La femme, c'est l'énergie. L'énergie, notez-le, passe beaucoup par le langage. La femme va donner envie d'eux, que l'homme aille à la chasse. Alors, si l'homme n'a plus de femme, il perd son énergie. Voilà pourquoi dans les divorces, pratiquement aucun homme ne quittera une femme tant qu'il n'a pas une autre femme, parce qu'il n'aura plus d'énergie. J'en profite tout de suite pour vous dire une chose pendant que j'y pense, mais je vous le redirai plus tard, c'est que lorsqu'il y a acte sexuel, c'est la femme qui nourrit l'homme, ce n'est pas l'inverse. Ne vous laissez pas tromper pour la partie physiologique. C'est comme, je vais prendre cet exemple un peu trivial, si vous avez une voiture électrique et vous allez la rebrancher pour reprendre de l'énergie. L'homme a besoin de reprendre régulièrement son énergie. Donc, dites-vous qu'à chaque fois qu'il y a acte sexuel, c'est l'homme qui va récupérer l'énergie de la femme. Voilà pourquoi il y a même des femmes qui sont payées pour ça. Alors qu'on n'aura pas l'inverse pour les femmes. Parce que l'homme a besoin de reconnecter sa voiture électrique pour reprendre du courant. Je parle toujours physiologiquement, hein, au niveau de l'énergie. L'homme, ce qu'il caractérise, c'est l'impatience. Pourquoi? Parce que c'est le chasseur et il a l'habitude d'attendre le gibier, etc. Donc, le problème pour l'homme, tant dans l'entreprise qu'au niveau sexuel, parlons-en, j'ai pas dit ou sexué, si vous voulez, c'est l'attente. L'homme est impatient naturellement. Donc, une femme impatiente, ce sera une femme, on va le voir tout à l'heure, qui a une polarité masculine. Et le propre de la femme, c'est la jalousie, parce qu'elle a besoin d'être stabilisée. Le propre n'est pas l'infidélité. On a besoin de stabiliser le repère, le terrier, à cause des enfants. Il faut stabiliser. Donc la jalousie est normale chez la femme, c'est si elle sent que cette stabilité est en danger. À ce moment-là, qui est-ce qui approche du terrier là? Voilà. Hein, voilà, c'est ça qui est important. Donc pensez-y. Maintenant, un homme jaloux, ça veut dire qu'il a une polarité féminine. Mais ce n'est plus sexuel, c'est énergétique. On va y venir dans la partie d'après. Alors, quand on a des préjugés, là aussi on peut le dire, hein, voilà. Mais ce n'est pas faux. Pourquoi? Parce que la femme a peur d'une chose, c'est qu'elle ne soit plus aimable, c'est-à-dire digne d'être aimée. Donc notez-le, la peur des femmes, c'est peur de ne pas être aimée. Donc, voilà pourquoi une femme aura peur, si vous voulez, de prendre de l'âge. Parce qu'elle se dit, est-ce que je suis encore fécondable pour accueillir le mal? Donc il y a cette peur différente de vieillir qu'on retrouve beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes. On le voit avec L'Oréal et tout ça, des gens avec qui j'ai travaillé. C'est-à-dire au niveau marketing, il est beaucoup plus... Alors les hommes commencent à s'y intéresser un tout petit peu. Mais archaïquement, je dirais, il est normal, enfin la femme fait beaucoup plus attention à sa ligne, etc. parce qu'elle a peur de ne plus être digne d'être aimée et donc d'avoir le gardien de la maison qui va continuer à l'aimer.
L'homme lui-même gros va se trouver être un véritable senior, parce que lui, au fond, ce serait peut-être l'inverse. Et comme il a peur de ne pas être compétent, il va se rassurer. L'homme a besoin d'être rassuré, si vous voulez. Donc, mesdames, je ne dis pas qu'il faut jouer la comédie, je vous laisse deviner quand, mais il faut lui dire « Oh, mon chéri, c'était formidable. Enfin, tu as très bien fait les spaghettis. » Voilà. C'est-à-dire qu'il faut véritablement toujours rassurer. On a besoin de cette rassurance. Sauf que la rassurance, pour un homme, ce sera qu'il sera rassuré qu'il est compétent, alors que pour une femme, ce sera plutôt qu'elle est toujours aimable. Donc, vous voyez, les signes de reconnaissance en entreprise sont très clairs et très différenciés. Si je dis « Laurence, je suis fier de toi », Laurence pourra dire « Ah, je suis aimable, mais en même temps, bien sûr, je suis compétente. » D'accord? Mais pour un homme, ce sera, dans le tiercé, ce sera d'abord « Je suis compétent » et ensuite « Je suis aimable ». C'est un mix des deux, mais l'ordre n'est pas le même. Voilà. C'est pour ça que l'homme a besoin d'être rassuré. Et mesdames, je vous en supplie, rassurez votre chéri, que c'est toujours formidable. Sinon, il va y avoir un côté castrateur terrible, il ne se sentira plus compétent. La parole. Ah, la parole, c'est très important. Écoutez bien. La femme se ressource par la parole. Pourquoi? Parce qu'elle est programmée pour elle et l'autre. Archaïquement, je n'ose plus dire naturellement. Archaïquement, la femme est programmée pour elle et l'autre, l'autre étant l'enfant. Et chez les animaux, comme chez l'homme, c'est le cri. Attention, tu vas tomber. D'accord? Donc, si vous voulez, la femme ne se fatigue pas en parlant, puisque c'est elle qui a la tétée et qui a la proximité du petit. Donc, ça va être un râle, un cri, peu importe, ça va être un moyen de communication. Tandis que l'homme, qui est le chasseur, lui, il est dans le silence. Et ce, depuis des millions d'années. Donc, l'homme, il a envie, en rentrant chez lui le soir, qu'on ne lui parle pas. Ou alors, qu'on le laisse regarder son match de foot. C'est-à-dire que le silence, dans le sens occidental, c'est ne pas être remis dans la corvée, comme dit Lévi-Strauss. Et le roi Bourron appelle ça la besogne. C'est-à-dire, s'il est en train de regarder son match de foot ou de lire le journal, et que toutes les 2 minutes, vous lui parlez, vous lui dites « Qu'est-ce que tu veux manger ce soir ?»« Oh, putain, je ne peux pas avoir un peu la paix. » Et vous dire « Ouais, ça va, c'est toujours les mêmes. » Il est en train de se ressourcer. C'est-à-dire qu'il n'est plus dans son travail, il a besoin de silence. Le silence, dans le sens occidental, c'est ne plus être dans la corvée ou la besogne. Eh bien, voilà encore une autre explication pour laquelle l'homme est au café avant de rentrer chez lui. C'est-à-dire qu'il a besoin de parler d'autre chose. Alors, si en rentrant chez lui, il rentre alors qu'il sortait à 5 heures, il rentre à 6h30. Sa femme lui dit, alors qu'ils n'habitent pas très loin, « Qu'est-ce que tu as fait ?» Il dit, « Bah écoute, j'ai pris un pot, une bière avec certains copains et tout, parce que ça a fait du... »« Quoi? Avec tout ce qu'il y a à faire à la maison et tout, c'est bien ça, et c'est moi qui me tape le travail avec les enfants. » Bien, il s'en est pris une bonne. Or lui, il avait besoin de ce silence pour se ressourcer. Parce qu'il s'est dit, dès que j'arrive à la maison, boum, c'est reparti. Donc il n'a pas ce que Piaget appelle le trou. Il n'a pas ce moment de décompression complète. Donc, madame, qu'est-ce qu'il risque de mettre en place? La stratégie du mensonge. Qu'est-ce que c'est qu'un mensonge entre hommes et femmes? Les 3/4 du temps, c'est lorsqu'il n'y a pas d'accusé de réception. Notez-le bien, ça. Si madame est capable, par exemple, mais ça peut être monsieur, on est bien d'accord, capable d'entendre « je comprends que tu as eu besoin de passer un moment au café », il n'a pas besoin de mentir en revenant le second jour. Tandis que s'il sent qu'il n'y a pas d'accusé de réception et de compréhension, il va dire « Ah, chérie, ce soir, j'étais en réunion. Ah ouais, j'ai appelé à ton bureau, on m'a dit que tu étais parti depuis 1 heure. » Et là, ça commence à se gâter. Autrement dit, souvenez-vous que le mensonge est dans la majorité des cas une stratégie de protection dans les couples. Ça veut dire que lorsque l'autre n'est pas capable de recevoir l'information, l'autre, que ce soit homme ou femme, va inventer une stratégie. Je ne parle pas d'escroc, ça c'est autre chose, je ne parle pas dans les affaires. Je parle du mensonge homme-femme. C'est lorsqu'il n'y a pas d'accusé de réception. À l'exception de ce dont je vous ai parlé avant, où l'homme ayant peur de ne pas être compétent, il faut le rassurer, sinon la fois d'après, il sera encore moins compétent. Vous m'avez compris. La femme, qu'est-ce qu'elle attend du mâle? Elle attend une base de sécurité. Si vous saviez comme c'est vrai avec toutes les équipes que j'ai eues. C'est-à-dire que Elisabeth Badinter l'a très bien écrit dans son livre « L'amour en plus ».
C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'amour? Ça ne veut pas dire que l'amour n'existe pas. Mais l'amour est le résultat du fait que je me sens en sécurité avec toi. Si je me sens secure, si je suis sécurisé, le résultat, c'est que je t'aime. Alors que si je suis en permanence en insécurité et que tu n'es pas fiable, comment est-ce que je peux t'aimer? Donc ça, c'est très important de comprendre la différence entre les deux. Et j'ai travaillé beaucoup pour le Crédit Foncier de France, qui a beaucoup d'emprunts immobiliers, et ils m'ont dit que lorsque dans un couple, l'homme est au chômage depuis plus de 2 ans, dans 90% des cas, il y a un divorce après. Parce que quelque part, la confiance que la femme a, si vous voulez, dans son mari, le fait qu'il n'ait plus de travail, qu'il soit plus capable d'assurer l'emprunt, etc., ça casse quelque chose, souvent par une dépression d'ailleurs chez l'homme, qui n'est plus le pénétrant, et à ce moment-là, ça peut provoquer une séparation. Mais ce n'est pas méchant, ce que je dis, c'est la réalité. Hein. C'est juste pour que vous compreniez. Donc, si vous voulez, ce qui est important, ne nous trompons pas d'amour. Soyez dans un couple celui qui va sécuriser l'enfant, sécuriser le couple, sécuriser le soir quand vous dites quelque chose. Alors comment sécuriser? Je vous donne la recette. Je fais ce que je dis ce que je fais. Et enfin, soyez 100% là. Vous voyez, depuis tout à l'heure, je vous sens ici. Vous n'êtes pas ailleurs, je le sens, vous êtes dans l'amphi. Donc, je vous aime. C'est une relation presque de soumission. Si j'ai confiance, dit Boris Cyrulnik, je me soumets. Mais pour me soumettre, et donc qu'il y ait de la confiance, il faut à ce moment-là que tu sois fiable. Est-ce que vous me suivez? Voilà pourquoi la confiance est fondamentale. Homme, femme, femme, peu importe. En tout cas, je voulais que vous sachiez que l'amour est en plus. C'est pour ça que je fais exprès de dire que c'est un sous-produit, c'est-à-dire ça vient, c'est le résultat de la confiance que vous faites, aussi bien en entreprise que dans votre vie privée. Bon, la femme est programmée pour elle et l'autre. Je ne vous pose pas la question, dans ce couple de signes, quel est le mâle, quelle est la femelle? Je crois que voilà, vous avez compris. C'est pour ça que je dis que c'est naturel, entre guillemets, et depuis des millénaires. Et voilà pourquoi ça donne 2 coups de téléphone différents. C'est-à-dire que l'homme, lui, va très vite dire l'essentiel, tandis que la femme est capable, alors qu'elle vient de quitter sa copine, de la rappeler parce qu'elles n'ont pas terminé. Mais c'est normal, ça ne la fatigue pas, parce qu'elle est programmée pour elle et l'autre. Hein? Voilà, donc maintenant, tout devient clair, j'espère. Alors, la prise de décision se fait différemment. C'est parce que ça viendrait du corps calleux. C'est assez intéressant. La femme semblerait décider plutôt avec le cerveau droit, qui est plus holistique, alors que le cerveau gauche est plus analytique. Alors, voyez ce que ça donne. Garçon, je voudrais une bière. Alors, ça prend 15 secondes avec un homme. Bon, c'est une pub qui avait fait... Bon, vous avez vu ce que ça donne avec la femme? Oui, alors, elle est comment, votre bière, aujourd'hui? Elle est tiède? Vous avez quoi comme modèle? Vous la faites au pichet? Vous la faites au truc? Voilà. C'est-à-dire que la prise de décision, étant donné que le cerveau analyse et balaye des données bien supérieures chez la femme, vous voyez encore le côté intelligent et complexe, à ce moment-là, la prise de décision est toujours beaucoup plus difficile chez la femme que chez l'homme, parce qu'elle voit des tas de choses et des tas de détails que l'homme ne verra pas. Du coup, la femme va être plus utile dans le détail, dans tout ça, et l'homme, lui, va donner les grandes lignes. Bon, alors, on y va, et puis voilà. Hein? Alors, en termes de deadline, par rapport à ce qu'on appelle le dernier moment, moi, je l'ai vu dans le sport de haut niveau. Notez-le bien, ça, alors, en entreprise, c'est extrêmement important. Par exemple, imaginez que vous partiez dans 8 jours en vacances à l'étranger. Bon, 8 jours avant, madame va dire à son mari, dis donc, t'as commencé à faire ta valise? Et lui, il va répondre, bah, pourquoi faire? On part dans une semaine. On part dans une semaine. Et elle va dire, bah justement. C'est-à-dire que l'anticipation chez la femme est bien supérieure à celle de l'homme. Alors moi, ce que j'ai remarqué, grâce à la voile ou dans... Par exemple, Barbara arrivait à Bercy à 3 heures de l'après-midi, ou à Pantin, à l'époque ça s'appelait Pantin. Elle arrivait à Pantin quand elle chantait à 3 heures de l'après-midi. Alors des fois, au staff avec lequel je travaillais, à l'époque j'étais chez Phonogramme, donc, on disait, parce qu'il y avait les musiciens qui étaient là déjà et tout, il fallait les payer. Hein. On disait, mais pourquoi est-ce que vous arrivez? Elle disait, je veux déjà être avec mon public.
voyez, alors qu'un artiste masculin pourra arriver 1 heure avant. Vous voyez, il y a cette notion de dernier moment qui n'est pas le même. La femme se dit, et s'il y a quelque chose à nettoyer, à laver, à repasser? Donc, dans l'entreprise, ça pose des tas de soucis d'organisation du temps, parce que le dernier moment pour une femme, en moyenne, encore une fois, j'ai remarqué, c'est J-6. J-6, J-7. Tu l'as pris ton billet, oh ma chérie, on part que dans 8 jours. Ou je prends mon train que dans 8 jours. Mais une assistante va sans arrêt dire ça. Elle me dit, ça y est, vous l'avez pris votre billet pour venir. Oh, mais attends, c'est que dans 8 jours. Ben justement. C'est-à-dire que pour l'homme, la deadline est beaucoup plus au dernier moment, parce que comme il a la tête dans les étoiles, c'est pas grave. Sauf qu'il faut que tout marche bien, parce que si la photocopieuse tombe en panne la veille, ben on n'a pas les photocopies. Alors on arrive de plus en plus en entreprise à ce qu'on appelle un stress de type BA, c'est-à-dire qu'il y a une compromission, parce qu'on s'est rendu compte, si on fait les polycopiés ou la documentation trop tôt, il faut la refaire. Maintenant, si on la fait trop tard, ça risque d'être un peu just, en flux tendu. Alors, on arrive à trouver un compromis. Mais sachez que, archaïquement, encore une fois, c'est une source de différence, en entreprise comme dans la vie privée. La notion de dernier moment n'est pas la même chez les hommes et chez les femmes. À votre avis, lequel des deux est dans le pouvoir et lequel est dans l'autorité? Autrement dit, est-ce que c'est les femmes qui sont dans l'autorité et les hommes dans le pouvoir, ou l'inverse? Alors, on va voter. Qui est-ce qui pense que les hommes, c'est le pouvoir? Levez la main. OK. Qui est-ce qui pense que c'est les femmes, le pouvoir? C'est assez équilibré. Hein. Bon. Bravo. Bah, écoutez, vous, en fait, c'est normal que vous hésitiez. Alors, notez-le. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est comme ça. Notez-le bien. La femme, c'est le pouvoir. Qu'est-ce que c'est que la différence? Le pouvoir, c'est le rapport à la matière. D'accord? Donc, si vous voulez, les femmes aiment avoir le pouvoir d'une façon générale. C'est « je veux pouvoir faire cela, cela et cela ». C'est ça que ça veut dire le pouvoir. Ce que l'homme veut, notez-le bien, et ça c'est très important dans les couples, l'homme c'est l'autorité, c'est-à-dire avoir le dernier mot. Mais c'est la femme qui a le pouvoir. En fait, c'est elle qui décide. Mais il faut qu'elle laisse l'impression à l'homme que c'est lui qui a le dernier mot. Est-ce que vous avez compris ? Bon, l'homme, il veut jouer à l'autorité, mais au fond, il se fout du pouvoir, tandis que la femme a le pouvoir. Alors, je vous donne une expression de Sacha Guitry, qui disait « À la maison, c'est moi qui décide. Quand ma femme me dit « Chérie, nous allons à Deauville ce week-end », je lui réponds « Tu as raison, c'est décidé, nous y allons. » Voilà. C'est-à-dire que l'homme, écoutez bien, mesdemoiselles, il a besoin d'avoir le dernier mot. Est-ce que c'est clair? Vous avez bien compris le truc? Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, quoi retenir? Parce que peut-être que vous devez partir à l'heure qu'il est. Moi, je vous dirais comme message, comprendre, c'est déjà aimer. L'autre soir, j'étais avec quelqu'un qui m'a dit « J'ai de la chance », regardez, ça peut aussi s'écrire comme ça. J'aide la chance. Eh bien, vous les jeunes, soyez comme ça. Et laissez votre cœur parler. Et j'ai envie de vous dire, voilà, merci à tous de ces très belles heures. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci.